Aujourd'hui, une petite vidéo sans dégustation pour simplement vous apporter des précisions sur le nez des vins, où on a parfois l'impression que les gens inventent. En réalité, les arômes du vin, c'est un mélange et il y a des notes dominantes qui sont assez faciles à repérer et puis d'autres notes plus légères en arrière-plan. Et ça devient plus compliqué. La meilleure comparaison, bien sûr, c'est les eaux de toilette. Finalement, si vous achetez une eau de toilette et puis que vous allez sur le site internet du fabricant, vous aurez donc une liste de notes, notes de fond, notes de première note, enfin bref. Et bien sûr, sauf à être vous-même un nez très entraîné dans les parfums, vous aurez bien du mal à repérer les odeurs indiquées. Le vin, finalement, c'est quand même un peu moins compliqué. Pourquoi ? Parce que dans l'ensemble, les vins français, du moins, nous renvoient à des arômes floraux ou fruités qui sont finalement relativement communs, tout au moins si on a un peu de curiosité. Les arômes de vin, comme les arômes de café et de chocolat, ont fait l'objet pendant longtemps d'analyses pour élucider, si vous voulez, les molécules responsables. C'est des travaux assez complexes en fait, et puis, à vrai dire, qui ne rapportent pas un sou. Donc, c'est souvent des travaux universitaires. Récemment, entre guillemets, il y a une dizaine d'années, un arôme qui résistait un petit peu à l'analyse chimique fine a été élucidé. Il s'agit de l'arôme du Sauvignon, tout simplement, par l'équipe de Denis Dubourdieu, qui est décédé il y a 5 ans environ. Les techniques utilisées renvoient à ce qu'on appelle la chromatographie en phase gazeuse, haute pression. C'est une technique qui est mise au point dans les laboratoires depuis bien longtemps en physique-chimie et qui a trouvé des applications un peu partout. Pour résumer, il s'agit d'une colonne en verre à l'intérieur de laquelle on trouve des petites billes d'une substance inerte, genre silice, et on fait passer un gaz neutre, inerte, comme l'azote, qui est chauffé et sous pression. D'un côté du serpentin, on injecte le mélange que l'on veut élucider, soit il est volatile de lui-même, soit on le rend volatile par des astuces chimiques. Les différents composants vont se déposer sur ces petites boules de silice à des endroits différents parce que chaque molécule a des affinités différentes pour ce support. Et puis au bout d'un certain temps, compte tenu du flux du gaz et de la chaleur, ce dépôt va être chassé de nouveau vers la sortie. Et c'est ce délai qui va permettre d'identifier les molécules à la sortie avec un autre appareil qu'on appelle spectrométrie de masse. Ce délai s'appelle le délai de rétention. Et on dit que c'est un phénomène d'absorption avec un D et non pas d'absorption. Ainsi, on peut élucider un certain nombre de molécules et effectivement, on s'aperçoit que les dégustateurs ne déraillent pas lorsqu'ils trouvent des arômes de cerise dans les pinot noirs ou des fruits rouges dans beaucoup de vins de notre pays. Le problème, c'est qu'après ces notes dominantes, ça se complique sérieusement. Alors là, il faut bien sûr une question d'entraînement et aussi une question de bibliothèque personnelle dans notre cerveau. Si vous n'avez pas eu l'occasion dans votre jeunesse de sortir des tas de fleurs différentes, d'aller dans la nature, aussi le fameux jardin de la grand-mère aussi, les grands dégustateurs racontent souvent leurs expériences d'enfants qui ont marqué très fort leur cerveau. Inversement, si vous êtes tout le temps en milieu citadin, entre le bureau et la voiture, et que vous n'avez pas trop l'occasion d'aller mettre votre nez dehors, ce qui est l'expression juste, vous aurez une bibliothèque pour, et il va vous falloir tout un entraînement pour avancer dans la découverte des arômes de vin. Comment faire pour aller à deuxième ou troisième couche ? Eh bien, c'est un exercice en fait un peu cérébral qui consiste simplement à dire à notre cerveau, écoute, ok, j'ai bien senti le citron, oublie le citron, dis-moi ce qu'il y a derrière. Je vais prendre un exemple. Vous allez au cinéma et
il y a un moment une scène torride, un couple dans une cuisine qui s'embrasse. Vous, à la sortie, vous interrogez les gens qui ont vu la scène et vous leur demandez, vous vous souvenez de cette scène dans la cuisine où les couples s'embrassent? Oui, bien sûr. Ensuite, vous leur dites, les meubles de la cuisine, quelle couleur ils avaient? Ah, là, certains ne sauront pas le dire, d'autres oui. Et enfin, troisième question, c'est toujours un exemple, les poignées des meubles, quelle couleur elles avaient? Et là, évidemment, très peu de gens pourront répondre, ce qui est d'ailleurs bien normal, parce que c'était quand même pas le sujet. Mais c'est pour vous donner un peu un exemple de comment s'entraîner pour chercher les arômes qu'il y a derrière en deuxième ou troisième couche. Et bien évidemment qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que d'autres, je ne prétends pas en faire partie. Dans une réunion de dégustateurs professionnels, il est toujours intéressant de se faire tout petit, d'écouter ce qu'ils racontent. Mais si vous voulez, c'est par un concours à celui qui décèle le plus d'arômes. La question de savoir tout simplement si le vin est intéressant, si l'arôme est vraiment intense, explosif, riche, et on peut bien sûr donner son avis. Mais par exemple, si vous êtes dans une réunion de 6 dégustateurs avertis et que vous dites « moi je sens le citron » et que les autres ne le sentent absolument pas, il est probable que vous avez tort. Mais ça, c'est pas grave, on progresse au fil du temps. Et puis, ce n'est quand même pas l'essentiel pour apprécier les vins. Merci, à bientôt.